Quand on parle des intellectuels, étant Betty, on a eu les Mongo Betty. Mongo Betty a combattu Amadou Ahidjo. Il a écrit Les Restes en exil. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, plein d'autres. Et moi, ils ont aussi écrit contre Biya. Et comme je le disais, le régime Biya broie tous ceux qui ne partagent pas les mêmes délires que lui, les mêmes défauts que lui. Le régime Biya broie tous ceux qui, au sein de la tribu, veulent ouvrir les yeux. Eh bien, on les tue. On a vu ça avec Maître Ngongo. Il a été tué, non? On a vu ça avec le père Angel Benven. Le père Angel Benven, un jésuite, intellectuel. On n'a pas vu ça avec Monseigneur Bala. On n'a pas vu ça avec les prêtres de Mbalmayo, avec Monseigneur Kounou. Aujourd'hui, on voit par exemple ce régime-là, qui pourtant a été supporté par Calix Beyala, qui a mis directement aussi un de leurs frères pour aller arracher son terrain. C'est là où Calix Beyala a compris que, mais ces gens-ci, je suis parti les soutenir même au niveau de l'Assemblée nationale française et tout. J'ai là au Parlement, je croyais que c'est les autres qui sont mauvais. Mais non, ils veulent m'employer. Vondayou a tout mis en action pour la détruire. Pour nuire. Les journaux ont été mis à contribution. Et elle n'est pas la seule. Aujourd'hui, tout comme d'autres intellectuels ont compris, c'est que le régime Biya est un régime des ténèbres. C'est un régime qui veut s'éterniser et qui veut surtout nous broyer. C'est un régime qui ne veut pas des gens qui peuvent dénoncer, des gens qui veulent la vérité, des gens qui sont d'une certaine loyauté. Non! Ils veulent des gens qui sont avec eux, qui font dans le faux, dans l'obscurité, qui sont avec eux dans des sectes, comme les Atango les Atango sans désir. Voilà leur désir, voilà leur plaisir. Avec des petites filles et consorts et tout ça. On parlait dernièrement de ce Saint-Désir à Tango. Mais les ministres de Paul Biya le font. Et il y a un qui a été protégé, d'ailleurs, qui était aussi un grand gourou, qui a mis presque, mais on l'appelait Maître Kaka. Qu'est-ce qu'il faisait avec sa propre fille? Son épouse criait un peu partout. Mais lui, il passait le temps à pomper sa fille, à lui mettre des grossesses. Robert Nkili, je vais prendre ton dossier. Qu'est-ce que tu fais là-bas, au Parlement? Toi-même, tu sais que tu es aussi dans cette truc-là. Tu devrais être à Kondengi. Pourquoi ton dossier n'a pas avancé? Parce que vous êtes dans des trucs sataniques. Pourquoi ta fille est morte en Komsamba? Tu peux expliquer?
Tu as pleuré, qu'est-ce qu'elle faisait en Komsamba? Pourquoi est-ce qu'elle elle prenait... Mais comme le temps me fait défaut, et parce que j'avais promis d'ouvrir ce dossier de vous tous là, qui faites ça dans le compte de vos sectes. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas partir. Vous ne voulez pas partir parce que vous savez que vous avez signé le pacte avec Satan. Ce n'est donc pas une ethnie, une tribu qui gère le pays, qui gouverne, qui a pris le pouvoir. C'est une secte satanique, c'est des loges vous êtes l'incarnation de Lucifer. Et Lucifer sait qu'il est le patron de la terre. Vous prenez le temps à arracher les âmes, à boire du sang, à donner vos enfants, à sacrifier vos enfants, à faire des enfants de l'inceste, multipliez-vous. Mais ne vous en faites pas. Voilà Calix Beyala, qui envoie une belle petite poésie à Bia. C'est soit que vous lui avez dit que vous vouliez qu'elle devienne ministre de quoi là. Et dès qu'elle a ouvert les yeux comme ça, elle a vu vos choses comme ça. Elle dit, yeah! Maintenant, vous allez même dire qu'elle est folle. Bon. Je vais juste mettre un peu. Écoutez Calix Beyala qui parle un peu à Paul Biya, calmement et doucement. Attendez. Est-ce que vous savez que s'accrocher au pouvoir, au-delà d'un certain âge, est le signe ultime d'un égoïsme féroce? Tout être qui reste au pouvoir au-delà d'un certain âge manque d'humanisme, d'altruisme et est profondément méchant. Méchant parce qu'il n'organise pas après lui. Égoïste aussi, parce que quand il se regarde dans une glace, il se voit seul dans le miroir. Pour lui, il n'y a personne à côté de lui, ni derrière lui, ni devant lui. Il est alpha et oméga de toutes choses. Il se croit le début et la fin de chaque chose. Il est, pour lui, le centre du monde et les autres êtres humains de simples satellites qui tournent autour de lui pour illuminer sa grandeur. On ne peut pas et on ne doit pas aimer un homme qui s'approche au pouvoir. Il relève plus du satanisme que du déisme. Il relève plus de démons que des anges. Il a toutes les caractéristiques du diable et de ses cornes que de la bonté du Seigneur. Il est à lui seul l'enfer sur terre, Sodome et Gomorrhe, et tout ce que l'être humain peut imaginer de plus horrible au monde. S'il vous arrive, chers citoyens du monde, de croiser ce genre d'individu, fuyez-le. S'il vous arrive, chers individus, d'avoir ce genre d'individu parmi vous ou à la tête de vos États, faites en sorte qu'il ne demeure pas. C'est un devoir humaniste, c'est un devoir saint, c'est un devoir salvateur pour toute l'humanité et le monde. C'est un devoir qui fera du bien au cœur de Dieu. Partir, c'est aussi être résilient. Accepter le temps qui passe est une grande force et une grande résilience. Accepter de céder sa place est fort sage et fort résilient.
accepter qu'on a fait son temps et donner aux plus grands sages de cette terre qui savent qu'il faut préparer une génération à nous remplacer. Nul ne saurait se voir éternel. Nul ne saurait se voir irremplaçable. Seule la folie de l'homme peut le conduire à se voir éternel et irremplaçable. Seule la folie de l'homme peut penser qu'après lui, c'est le chaos. Car le monde est fait de régénérescence, un turnover permanent qui permet à l'humanité de survivre à nous tous. Il y a au cimetière des gens qu'on croyait absolument, indéniablement irresponsables. Hein? Quand on voit que les Hegel, les Karl Marx, hein, et tous ces grands savants comme les Marie Curie qui sont au cimetière, on se rend compte que nous sommes tous remplaçables. Et il vaut mieux être assez résilient pour que les gamins ne viennent pas vous disputer votre posture. C'est ma position. Et je crois qu'elle est pleine de sagesse. Voilà. C'est une position pleine de sagesse. Paul Biya, 92 ans. Vous lui remettez 7 ans. Jaffa quand même dit qu'il faut encore 3 mandats, c'est-à-dire 21 ans. Est-ce que ce n'est pas la sorcellerie, ça? Voilà quelqu'un qui mérite d'aller se reposer au village. Mais quand on demande à quelqu'un d'aller au village, vous nous apportez les choses de la tribu a fait ceci, ne donnez pas le pouvoir à tel autre. Oh non, ce n'est pas bon parce que c'est très grave. À quoi sert aujourd'hui Paul Biya? Donc, nous allons momifier Paul Biya. Puisque il n'y a personne dans le RDPC, il n'y a personne parmi 30 millions de Camerounais pour le remplacer. Paul Biya sera donc momifié. Nous allons demander à Dieu qu'il ne meure jamais, qu'il soit régénéré, pour qu'il continue à nous diriger. Sinon, nous sommes morts. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Sommes-nous assez bêtes pour nous dire que quelqu'un qui n'a pas réussi à dresser sa famille, à éduquer ses propres enfants, à en faire des modèles, quelqu'un qui n'a pas réussi avec sa propre épouse, qui ne sait ni marcher, ni parler, ni s'habiller, que celui-là doit être notre exemple, doit être notre guide, incapable de guider sa propre famille, incapable de guider ses neveux, ses nièces, incapable de guider ses frères, incapable de faire développer son propre village. Regardez Mbomaka. Quel chef d'État a un village comme Mbomaka? Le village de Paul Biya est le village le plus néant, le plus pauvre de tous les présidents. 43 ans au pouvoir. Le château d'eau, on lui a offert ça. Les autres n'ont pas d'eau à côté. Le champ d'ananas, c'est des étrangers. Et vous dites qu'il doit rester là. Même les enfants, je dis là, Cadix Beyala Saint, bien une Kambeti. Je parle là. Aujourd'hui, ce n'est pas comme tout. Vous n'allez pas dire que subitement elle est devenue folle. Et vous allez encore voir des jeunes filles qui elles-mêmes ne comprennent pas que des gaillards, des intellectuels, ou les soi-disant intellectuels, disent qu'il faut encore continuer avec Paul Biya. Pourquoi vous n'aimez pas notre pays? Pourquoi vous n'aimez même pas Paul Biya? Juste à ce qui va tomber. La Côte d'Ivoire a fait ça avec C'est dur. Où est-ce que C'est c'est difficile arrivé? de me compter. Depuis pratiquement 2 heures de temps, j'essaie de faire une vidéo sur le Cameroun. Mais je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je commence la vidéo bien, mais après je m'enflamme tellement que tout ce que j'ai à dire, non, je n'arrive même pas à l'exprimer. En fait, est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes à 5 mois des élections présidentielles au Cameroun? Et depuis que je regarde un peu les télévisions camerounaises, là, les chaînes de télévision camerounaises, je vois des pères et des mères demander à Biya
de poser encore sa candidature pour des élections présidentielles 2025. Alors, je vais poser la question à ces gens-là qui veulent que Paul se représente. De vous à nous. Le père qu'on a vu au 20 mai, là, vous pensez vraiment qu'il a encore la force physique, la force cognitive, la force spirituelle, tout ce que vous voulez, pour diriger encore les Camerounais pendant 7 ans? Dites-moi un peu. Ça dit que quand on a vu le papa là, moi j'ai envie de le prendre, de l'amener en Vomeka, de le faire asseoir et de lui donner les mendimos, de lui parler du Sangha. Il se repose. Et puis je fais des documentaires, je lui pose des questions, je documente toute sa vie, comment il a écrit, toute son histoire là, ça sort en documentaire. Et je balance ça à la télévision, on regarde et on apprend des choses. Mais vous voulez encore qu'il reste là président pendant 7 ans. Vous avez vu le même père que nous, on a vu là, ou bien alors c'était pas lui qu'on voyait à la télé. C'était lui, non? Comment vous pouvez encore demander qui se représente? Vous n'avez pas pitié de lui. Je vais même dire que non, nous les Camerounais sommes des sacrifiés. Mais lui, vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas pitié que le grand-père, à l'âge de mon grand-père est né vers 1930. Il a l'âge de mon grand-père, vers 1930. Vous n'avez pas pitié de lui, les gars. Quand même. Car, comment vous va rester représenté? Et la partie même où j'ai envie de vous poser la question, c'est, ça voudrait dire que vous êtes incompétent dans le RDPC. C'est ça. En 43 ans que vous avez dirigé le pays, vous n'avez pas pu produire un dauphin. Vous n'avez pas un dauphin. Quelqu'un vous allait dire que bon, Paul, tu es fatigué, va te reposer. On prend le relais. On a les dauphins qu'on a préparés. Vous n'avez même pas un dauphin. Comment tu as fait? Vous partez là, dès que Paul passe, c'est fini, vous allez être démantelé, vous allez vous disloquer. Vous-même, vous allez vous diviser. Parce que votre parti, non, il est basé uniquement sur le messianisme biaïque. Aïe, j'ai les gros mots. Appelez-moi. J'ai la panthère, la gros mot. Ça veut dire quoi la partie que j'ai ajoutée ici? Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Le messianisme biaïque. Donc, moi je pense vraiment que le Cameroun, c'est la matrice en miniature. On est au sein de notre pays, dans le gouvernement, dans la société civile et même parmi les citoyens, des reptiliens, des igigis, des gens qui veulent un Cameroun soumis, à genoux, encerclé, divisé. Expliquez-moi comment, en moins d'un mois, l'UPC investit un candidat du nom de monsieur le professeur Bahibek. Et quelques semaines plus tard, la même ou le même UPC investit un autre candidat, toujours pour les mêmes élections. Ça veut dire que même l'UPC, qui est le parti que nos pères fondateurs, ceux-là qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui nous n'ayons pas les chaînes physiques sur le coup partout, vous-même, vous n'arrivez pas à produire un dauphin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le plus, c'est quoi? C'est que c'est dans tous les partis. Tu pars dans le SDF, c'est pareil. C'est seulement après de Papa John Fundi qu'on a pu sortir un dauphin. Et ça, c'était parce qu'il était déjà mort. Sinon, hein, il était là jusqu'à. Tu pars dans le MLC, il n'y a pas de dauphin. En dehors de Kantola, non. Il n'y a personne d'autre qu'on peut dire que bon. Quand on va rester derrière, un peu comme en Chine, vous voyez le parti communiste, on met Pachi et pourtant les vrais doyens sont derrière. Non, tout le monde va être à la tête. Voilà la partie même qui me dépasse. Voilà la partie. Et c'est pourquoi j'ai un énorme, un profond respect pour M. Ndjekam Tchameni. Parce que ce monsieur-là, il est toujours en arrière. Il met son intelligence, sa spiritualité, il met son amour, son respect. Maman, Sur ses cadets et il reste derrière en regard. Parce qu'il sait, il n'a tout le monde pas besoin d'être sur le devant des projecteurs. Notre pays là, quand tu travailles, Qu'on sache que tu as travaillé ou pas, non. Le ciel là, la terre là, savent que tu as travaillé. Mais les gars sont dans un culte de personnalité où c'est soit eux, soit personne. Et voilà pourquoi tous les partis politiques du Cameroun se retrouvent avec des messies. En dehors de là, il n'y a personne d'autre. Donc, vous voulez nous dire que même si on prend Malox ou bien même Grand Barak, il ne peut pas diriger le pays là. Vous savez vraiment quoi que les autres n'ont pas. Malox président. Expliquez-moi déjà. Grand Barak. Vous produisez un peut-être même Steve Fa. Un mois après, vous changez, vous mettez un autre. C'est quoi là? Pourquoi vous avez destitué M. Bahibek? Je devrais bien savoir. Ça prouve donc que le parti n'a pas pour ambition l'unité du Cameroun, la recherche de l'excellence, la recherche d'une union pour pouvoir briser les chaînes
qui vous attache encore. Vous êtes juste là pour du folklore, pour de l'individualité. Et pourquoi même pas? Parce que vous avez des... Merci. Merci. Oui. C'est vrai que les partis politiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont d'abord aussi infiltrés. On a pu le voir. Chaque parti politique, dès qu'il prend de l'envergure, le régime envoie des gens quelque part, on achète ces individus qui se retournent et qui deviennent les opposants de l'opposition. Voilà pourquoi est-ce qu'on tourne en rond. On n'avance pas. Et voilà justement aussi pourquoi est-ce qu'ils détestent des hommes intègres. Des hommes qui sont capables, des hommes de poigne. Parce qu'en fait, il s'agit maintenant d'une opposition de poigne. Des hommes qui n'ont pas faim. Des hommes qui sont capables de dire devant le peuple, comme par exemple Maurice Kamto, je ne vous trahirai pas. Ou bien comme Akele Mouna. Parce qu'Akele Mouna n'a pas faim. Kamto n'a pas faim. Peut-être que Baïbek n'a pas faim, mais peut-être n'a pas encore une certaine... Mais bon, on dit quand même qu'il y a des Camerounais. Mais c'est Paul Biya et son régime qui veulent nous faire croire, qui nous mettent ça dans la tête, qu'il n'y a personne qui peut diriger ce pays. Et pourtant, même si ça ressemble à une blague, n'importe qui peut faire mieux que Biya. Parce que non, Biya nous a mis là. Non, personne ne peut réussir cet exploit-là. Des pays en voie de développement, à pays sous-développés, très endettés, marche arrière. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que comme j'ai dit, ce n'est pas une affaire de région. Toutes les régions ont régressé. Toutes. Il n'y a pas un seul endroit. Vous allez au littoral, mais c'est comme quand on bombardait Bagdad. Mais le pire alors, c'est que vous avez la région de Chantalbia. Elle est née à l'Est. Et l'Est a toutes les richesses. Regardez le nombre de sociétés étrangères qui exploitent la région de l'Est. Bois, diamants, or, tout. Mais, si vous allez à l'Est, vous allez dire, mieux valait laisser les pygmées avec leur forêt. Et le pire, c'est que à l'Est, on se rend compte que Paul Biya fait une sélection de la médiocrité. C'est-à-dire que non seulement l'Est aujourd'hui enclavé, mais au-delà de ça, ces personnes qui sont appelées à être ministres, mais c'est une véritable catastrophe. On parle des routes. Par exemple, dans la région de l'extrême nord, et d'ailleurs dans presque tout le Cameroun. Mais si on vous parlait des routes de la région de l'Est, là alors, dans le hit parade, elles seraient les dernières du monde. Et d'ailleurs, j'ai vu certaines personnalités de l'Est qui ont voulu faire, comment est-ce que je peux dire, des revendications relatives justement à l'état de route de la région de l'Est. Bon, tout de suite, on les a étouffés. Ces gens ne sont pas d'une autre région. Ils ne sont pas des opposants. Mais ils subissent juste quelque chose, le contre-coup d'avoir supporté ce régime, d'être la belle famille de Paul Biya. Mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter
un peu les revendications de l'Est. L'Est, la région de Chantal Biya. Elle qui va là, que vous voyez seulement sa touffe de cheveux. Ça peut créer ça peut créer des centaines de fourrages. Brenda Biya prend des jets privés. Mais l'Est, c'est la région oubliée. C'est pour répondre donc à ceux-là qui font du tribalisme et qui croient que lorsque vous avez un président ou une première dame qui est de votre région, cela veut dire que cette région-là, vous avez des avantages. La région-là se développe. Non. S'il fallait regarder comme ça, l'Est serait la région number one dans le hit parade du développement. Mais l'Est, c'est tout simplement des pleurs. La région de Biya, écoutez comment est-ce qu'elle se présente. Voilà qui danse. Voilà qui danse. Elle danse avec ses copines. Elle danse avec ses copines. Elle danse avec ses copines au palais. Elle danse avec ses copines au palais. Mais elle ne peut pas arriver chez elle. Voilà notre première dame. L'éveil de l'Est de cette semaine s'adresse prioritairement à l'élite politique de notre région, la plus belle. L'Est a tout donné, l'Est n'a rien reçu. La région la plus ostracisée, la plus pillée, la plus insultée, votera pour celui qui apportera les garanties que l'Est se développera avec lui. De l'opposition comme du pouvoir, il y a un lien à faire, celui de l'unité. Il y a trop de partis politiques de l'opposition à l'Est. Ils sont 4 pourtant qui ne se parlent pas. Il y a le RDPC qui regarde les autres d'en haut. Il y a les élites qui ne reçoivent pas toujours tout le monde. Il y a les médisants qui se prennent pour les Judas de la région. Il y a trop d'associations de développement. Il faut remettre tout ceci ensemble. À l'ouest, il y a le Lakam. Au centre, il y a ce que vous savez. Chez les Boulous, inutile de faire un dessin. À ce propos, les Aoussas, c'est-à-dire tous les ressortissants de la grande région du Nord, vont se rencontrer dans un pays étranger, un pays voisin, pour parler de leurs problèmes politiques et de pour qui ils vont voter. À l'Est, personne ne s'en préoccupe. À l'Est, on se tire dessus. Il y a pourtant des sujets de préoccupation énormes pour notre région. Il y a la jeunesse qui est en but à l'homosexualité. Il y a les empoisonnements trop fréquents parmi les élites. Il y a la médisance. Il y a les postes vacants qui vont majoritairement aux ressortissants de d'autres régions. Il y a l'Église catholique qui nous refuse un évêque depuis 1960. L'élite, oui, je mets des guillemets, de grosses. Le pouvoir de Yaoundé, généralement, choisit des hommes de paille, mal formés. Et si vous avez, on parlait des chaussures tout à l'heure, si vous avez regardé la quasi-totalité des ministres de l'Est, du moins ceux qui ne sont pas de la génération de 2018, tous, avant d'être nommés, n'avaient pas de chaussures. Vous comprenez ce que je veux dire? Les ministres n'avaient pas de chaussures. Ils vivaient dans le dénuement le plus total. Quelques exemples. Monsieur Boukam Jean-Baptiste vient de Bac-Bézé, un village voisin du mien. Sa mère s'appelait Maman Charles, paix à son âme. On a soupçonné que son père était un prêtre de l'église catholique, mais il était très pauvre. Très pauvre alors. Vous voulez un autre exemple? Oui. Madame Tokpano Isabelle, née à Saul-Mbiol, était au sein de l'université, en fac sciences. J'étais alors à l'université, délégué d'étudiants, j'étais le président des étudiants. Et souvent venu à l'école en babouche. C'était pas la plus riche, c'était Marie d'un Béninois qui me semble commettait quelques fautes de gestion, mais enfin, c'était pas les plus riches. Il venait à l'université. Je veux dire que les interlocuteurs que le pouvoir central de Yaoundé choisit
sont souvent à l'image de ce que ce pouvoir veut avoir. Ce ne sont donc pas les interlocuteurs, mais des vassaux, mais des laquais, qui attendent tout. Ce n'est pas anodin de dire à vos internautes, à vos téléspectateurs, que sur 5 ministres à l'Est, ils ne sont pas 5, ils sont 2,5. Sur 5 ministres à l'Est, par exemple, il y en a 4 qui ont des épouses boules. C'est donc quand on vous nomme, on envoie une femme boule, vous gérez comme on dit au quartier. Je prends l'exemple qui est courant, le ministre Lé, qui était un journaliste médiocre, chacun sait. Ça ne pas jusque-là. Non, ça c'est sûr. Vous êtes de cette profession, ce n'était pas les plus grandes plumes. Il est sorti l'éthique à la boîte parmi les derniers. À l'époque, à l'éthique, quand on sortait parmi les premiers, chacun sait c'était courant. Je parle du journaliste. Par exemple, sans faire de fausse modestie, moi je sais que je suis brillant journaliste, par exemple. Mais piètre de travail par la CRTV quand même, Chantal. Vous parlez du système camerounais? Oui. Dans ce cas, je vous relate une anecdote d'un discours du chef de l'État, où Charles ne vous pose la question, on ne citera pas le nom, vous n'aimez pas. Alors faites-moi un résumé à chaud de ce discours du président de la République. Vous connaissez là, messieurs. Et il dit, écoutez Charles, ce qu'il faut d'abord aimer et admirer ici, c'est la circoncision du président Paul Biya. Comprenez, vous l'avez dit la concision. La circoncision, c'est bien autre chose, de plus bas. Il est brillant, ce monsieur? Ça peut être un lapsus. Voilà. La bouche ne dit que l'abondance du cœur. Et bien, quand vous avez regardé sur ce tas de médiocrité qu'ils ont choisi pour servir, non pas d'intermédiaire, mais de laquais, il y a une scission. Il y a un fossé qui se creuse entre le petit peuple et son élite. Je ne l'ai pas dit son intelligentsia, parce qu'il y a bien des gens intelligents à l'Est. Vous voyez, quand on nomme un ministre, c'est bien le président qui nomme. Mais dès qu'on l'a nommé, il rentre au village remercier les populations. Mais dès qu'il revient à Yaoundé, il se coupe de ces populations. Vous avez donc, Bokam Jean-Baptiste, je parle des plus éveillés, c'est un licencié de sciences économiques, Université de Yaoundé. Saleh Charles, c'était un forestier, cursus scolaire en pointillé. Bondé Emmanuel est un professeur de CTI. Vous savez, le Joseph est un journaliste baccalauréat, même pas journaliste principal. Vous voulez qu'on parle de qui? Yves Mbelendoué. Il ne sait même pas lui-même ce qu'il était. Et je vous le rappelle, c'était un infirmier vétérinaire. Et ce n'est pas les meilleurs d'entre nous à l'Est que vous choisissez comme intermédiaires. Et pour cela, vous aimez à dire, ils sont bêtes à l'Est. Mais non, c'est assassin de faire comme cela. Un mouvement est donné qui s'appelle l'éveil de l'Est. Avec ceux qui revendiquent comme moi une certaine fierté, certains livres et certaines compétences, et certaines cultures. Oui, parce qu'il y en a là-bas qui ont dit, qui disent, qui revendiquent que la région la plus riche ne peut pas être autant violée, piétinée, humiliée au quotidien. Mais de quel style? L'Est vit son avenir à l'imparfait, du fait des crimes du régime de Yaoundé. À l'Est, on a toujours voté Paul Biya à 99%. L'Est de la République a donné une épouse à Paul Biya. Est-ce que vous savez ce que l'Est a reçu en récompense? Rien. Mais vous avez écouté le discours de M. Lé. M. Lé a dit que l'Est a reçu sa part à l'anniversaire du président Biya. Je vous le dis, en Mondovision, l'Est n'a rien reçu. Quand l'Est a des postes au gouvernement, ce sont des strapontins. Chantal Roger, je souvent par des infirmiers. Mesdames et messieurs, c'est pas... Vous savez quoi? Vous voyez donc que ici, il ne s'agit pas, comme les Tiafas vous disent que c'est un problème d'ethnie, de religion et tout ça, ou de région. Non, c'est qu'il s'agit d'un régime d'incompétents. Point final. Et comme tel, nous devons bien évidemment chercher la méritocratie. Seule la méritocratie doit faire un pays et non la tribu et non l'ethnie.
Et c'est pour cela que 2025, ne choisissons pas par rapport à un frère, par rapport à notre beau-père, beau-frère ou belle-sœur. Choisissons selon les compétences. Point final.